sonneur, dis-moi, pour qui sonne le glas? C'est pour l'engeance de la bête. Ô sonneur, alors que justice soit faite. Néandertal, voici ton père. Tel père, tel fils. Il est scellé, son sort, et le tien également. Tu l'as peut-être déjà vu quelque part. Souviens-toi. En plein milieu d'un drapeau. Tu te souviens de lui? Il est là. Là, il se fait appeler Saint-Georges. Mais celui-là n'existe pas. En revanche,
celui qui existe, le voilà. Ah non, non, il n'est pas chromatique, hein, du tout. Il ne peut pas l'être. Peut-être est-il simplement clair de peau, mais ce n'est pas un néandertalien, du tout. Et ce n'est pas non plus un homo sapiens. Ce qui est certain, c'est que la chose qui gît au sol n'est ni humaine ni divine. C'est ton papa, Néandertal. Regarde-le. Hotep, Hotep, Hotep. Comment vas-tu aujourd'hui? Nous allons poursuivre le travail d'hier, travail sur lequel nous nous sommes appuyés sur la vidéo de fétiche de guerre. Le but de ce travail, comme tu le sais, c'est uniquement de te permettre d'évacuer tes programmations empathiques pour l'aberration. Et il vaut mieux que ce soit comme ça pour toi. Si tu devais rester enamouré de cette saloperie, il est peu probable que les amoureux se retrouvent séparés. Peu probable. Bien. J'ai un maître guerrier qui est aussi de mes amis, qui nous a envoyé un petit message ce matin demandant à ce que soit relayée une information. Donc, je vais le faire et nous allons nous appuyer sur cette information pour continuer notre travail de déprogrammation. On y va. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens demander votre soutien. J'ai très rarement demandé le soutien de mes abonnés. Je voudrais que cette vidéo, ce post soit relayé comme un virus sur la toile.
pense que de toute façon, notre place est en Afrique. Si les gens partent de l'Afrique, qu'est-ce qui viendra changer les choses à notre place? La présence militaire France en Afrique a perduré au-delà de la colonisation du fait de ces accords. La France est intervenue 60 fois dans 24 pays en 60 ans. Pour le plus grand bien des potentats africains et pour la préservation des ressources naturelles jugées indispensables à l'économie française. C'est ça, la France-Afrique. Et tout cela perdure malgré les vœux hypocrites de chaque président de la République française d'en finir avec les liens opaques qui unissent la France et les dirigeants de ses anciennes colonies. Et si l'aventure Un pouvoir africain montre ne serait-ce que quelques velléités d'indépendance, comme cela a été le cas en Côte d'Ivoire, à l'issue des élections de l'an 2000, l'assurance vie de la présence militaire française se transforme en facteur de déstabilisation et d'affaiblissement pour ce pouvoir. La présence militaire France en Afrique a perduré au-delà de la colonisation du fait de ces accords. La France est intervenue 60 fois dans 24 pays en 60 ans. Pour le plus grand bien des potentats africains et pour la préservation des... À quel titre est-ce que un petit pays qui n'a rien et qui n'est rien peut se permettre d'intervenir dans 24 pays africains? À quel titre? Tu te poses simplement cette question, tu retournes sur la vidéo d'hier qui traitait de Arthur de Gobineau, et tu comprends ce que je te disais hier soir. Il s'agit bel et bien d'un trouble mental majeur, bien plus que mental, puisqu'il est inscrit dans la génétique d'une créature non humaine, mais qui se fait passer pour l'homme, et qui s'est convaincu d'être le maître du monde, le maître des hommes vrais. Il intervient partout, comme s'il était partout, chez lui. Il est chez lui dans ce lieu qu'il appelle chez lui, et il est chez lui dans ce lieu que tu appelles chez toi. Vas-tu continuer d'applaudir ton bourreau? Cela s'appelle le syndrome de Stockholm. Mais tu es si atteint que pour moi, il s'agit d'un syndrome de Stockholm puissance 10 000. Et il faut que tu le reconnaisses comme tel si tu veux t'en sortir. À moins que, définitivement, tu aimes ta condition d'esclave. Les ressources naturelles jugées indispensables à l'économie française. C'est ça, la France-Afrique. Et tout cela perdure malgré les vœux hypocrites de chaque président de la République française d'en finir avec les liens opaques qui unissent la France et les dirigeants. Alors à partir de là, tu peux donc conclure sans grande difficulté que les pseudo-aides apportées à l'Afrique n'existent pas. Ce n'est que de la publicité. Parce que ce pays appelé la France ne produit rien et n'a rien. Il ne peut donc pas apporter une aide à un continent qui est richissime. Il ne peut que le dépouiller. Puis, à grand renfort de publicité, donner quelques miettes de ce qu'il a volé pour se faire passer pour le bon, le gentil, le seigneur. Tandis que la matérialité des faits démontre qu'il s'agit d'Ali Baba et ses 40 voleurs. Rien de plus. C'est un minable. Tu vas continuer de regarder les minables comme des seigneurs? Dirigeants de ces anciennes colonies. Et si l'aventure Un pouvoir africain montre ne serait-ce que quelques velléités d'indépendance, comme cela a été le cas en Côte d'Ivoire, à l'issue des élections de l'an 2000, l'assurance vie de la présence militaire française se transforme en facteur de déstabilisation et d'affaiblissement pour ce pouvoir. À ce sujet,
permettez-moi de vous interroger sur le rôle exact de la France dans le bombardement de Bouaké en 2004 et des événements qui s'en sont suivis, Madame la Ministre. Je note à ce sujet que dans la procédure concernant le bombardement, la juge d'instruction Sabine Kéris demande le renvoi des ministres de l'époque, Dominique de Villepinte, Michel Alliot-Marie et Michel Barnier devant la Cour de justice de la République. Avons-nous affaire à une barbouzerie qui a mal tourné et qui cette fois-ci mêlerait le sang de nos soldats avec celui des citoyens ivoiriens? Comptez-vous ouvrir les archives pour qu'enfin éclate la vérité dans cette affaire? Toutes ces méthodes sont d'ailleurs les racines de l'image déplorable de la France sur le continent africain et la raison de notre manque de crédibilité en Afrique. Avec le passé, qui est le nôtre, c'est le principe de non-ingérence qui devrait être la ligne de conduite pour notre pays, qui parmi d'autres a commis les pires crimes et les pires horreurs sur le continent africain. Il lui a pillé ses habitants, ses ressources, son argent. Et cela continue depuis des décennies. Il faut que cela cesse. Ce n'est pas le chemin que prend la présidence de Macron. L'habitude coloniale de la France est encore largement préservée dans certains pays d'Afrique, comme nous avons pu le voir encore en 2019 au Tchad, à Djibouti ou en Côte d'Ivoire, pour ne donner que 3 exemples. On a pu remarquer en effet de très fortes rémanences de ces principes france-africains au Tchad, où l'armée française a bombardé en février dernier une colonne de véhicules appartenant à des opposants au dictateur tchadien Idriss Déby. Ce chef d'État zélé est protégé contre toute logique par la France, qui le remercie en lui permettant de rester à son poste, sans être dénoncé, alors qu'il y était depuis 1990. Un pays comme le nôtre... Donc c'est la façon d'opérer de pas mal de pays colonialistes et post-colonialistes. Ça consiste à poser des marionnettes, voire de véritables agents de la DGSE à la tête de colonies africaines et de sous-traiter les crimes, les exactions. On a eu un exemple de cela il y a 48 heures. Des sortes de mercenaires ivoiriens se sont fait alpaguer au Mali, il y en avait 49. En fait, c'était même pas des mercenaires, c'est ça le pire, c'est que c'était l'armée régulière qui a envahi un pays, le Mali, avec 49 agents spéciaux qui avaient des intentions nécessairement malfaisantes et qui étaient mandatés par des Néandertaliens. Depuis quelques décennies, ils évitent d'opérer avec leurs blanches mains. Non, ils ont des agents, des nègres de maison, comme dirait Fétiche de Guerre, à la tête même des États. Et il ne peut y avoir que des agents de Néandertaliens à la tête des États africains, parce que ceux qui auraient voulu œuvrer pour leur espèce ont été liquidés. Ils n'ont pas le droit d'exister. Peut-il se permettre de protéger un homme qui dirige un État comme s'il était sa propriété et qui n'hésite pas à supprimer ses opposants, à pratiquer la torture, à pratiquer les enlèvements? Nous sommes toujours dans l'attente de précision sur ce dossier. Peut-être est-ce inavouable. Nous continuerons à demander des comptes. Mais le Tchad n'est pas le seul pays à être encore sous protection française. Comme le dit son chef d'État Ismaël Omar Guelleh, malgré les changements dans la région, rien ne bouge à Djibouti. Parce qu'il s'agit de faire des petits gestes pour Djibouti, l'État français ne se prive pas. Récemment, Mohamed Kadami, un opposant djiboutien disposant du statut de réfugié politique en France, a été mis en examen et risque d'être renvoyé à Djibouti au mépris du droit français pour satisfaire le régime djiboutien, voire même pour l'échanger avec un prisonnier djiboutien qui aurait un rôle dans l'affaire Sarkozy-Kadhafi.
Et prenons un troisième exemple de la protection de la France envers ses fidèles, la Côte d'Ivoire. Après avoir acté que l'on ne peut qualifier le coup d'État d'Alassane Ouattara en 2011, la France a permis au nouveau chef d'État d'envoyer Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Après 7 ans de procédure, pendant lesquels Laurent Gbagbo était en détention provisoire, en contradiction totale avec les recommandations en la matière de la Cour européenne des droits de l'homme, celui-ci est maintenu en liberté conditionnelle sans pouvoir retourner en Côte d'Ivoire après son procès où il a été acquitté, ce qui est en contradiction totale avec tous les principes de droit. Il semble que les pressions ivoiriennes et surtout françaises aient permis que le principal opposant de Ouattara ait encore des bâtons dans les roues pour l'empêcher de revenir dans son pays à la veille des élections présidentielles de 2020. L'ingérence française dans les affaires internes des pays comme Djibouti, le Tchad ou bien la Côte d'Ivoire est insupportable et n'est pas digne de notre pays. Les accords de défense bilatéraux, s'ils ont changé dans la forme depuis les années 70, permettent donc à la France de maintenir une présence dans ses anciennes colonies, ce qui pose de graves problèmes de probité à l'usage de nos forces armées. Personne ne s'est grandi dans cette récente histoire et la France ferait mieux de travailler autrement en Afrique que d'utiliser son armée pour garantir une stabilité des dictateurs propice uniquement pour les affaires et destructrice pour les peuples. Et ce qui se voit lorsqu'il s'agit de la France-Afrique, c'est que la France pratique un système de 2 poids, 2 mesures, qui n'est pas tenable sur le long terme. Par exemple, en ce qui concerne le massacre de Douéké, en Côte d'Ivoire, dont des commémorations ont eu lieu hier, de plusieurs milliers de personnes par les partisans de l'actuel président Alassane Ouattara, l'armée française n'est pas intervenue. Par contre, lorsqu'il s'agit d'Idriss Déby, et lorsqu'il demande à la France d'attaquer ses opposants, nous fonçons les bombarder, tandis que lorsqu'au Mali, une attaque fait près de 160 morts dans un village, la France ne bouge pas. Pourtant, nous avons signé un accord de coopération. Elle risque pas de bouger. Elle est commanditaire de ses actions. S'il ne se passe rien dans les pays africains, il ne peut pas y avoir de nécessité de présence militaire. Il faut bel et bien semer le chaos pour donner l'impression de mettre de l'ordre. C'est simple. En matière de défense entre la France et le Mali, qui a été ratifiée en 2015. Que ferait la France? Pourquoi a-t-elle été si rapide à attaquer les opposants tchadiens? Pourquoi elle ne réagit pas lorsqu'il s'agit de massacres de Maliens ou d'Ivoiriens? Pourquoi la France s'entête dans une stratégie au Mali qui est en échec? Je pense que le gouvernement se ferait fort de nous éclairer sur cette situation et de revenir sur ce qu'a récemment dit la ministre des Armées, Florence Parly. Je la cite. « Serons-nous amenés à intervenir chaque fois qu'on nous le demande ?» Non, répond-elle. La décision relève in fine de l'appréciation du président de la République. En l'espèce, il n'était pas souhaitable qu'un pays fortement contributeur à la lutte contre le terrorisme et présent sur d'autres fronts soit déstabilisé avec une conséquence ultime. Pour conséquence ultime, une augmentation de nos engagements en OPEX. C'est dit. Deuxièmement, ceux qui ont imposé au Mali cette situation, les acteurs du complot. J'ai vu récemment un général à la retraite français qui a parlé. Tout le monde s'est ému au Mali, il y a des politiciens qui se sont mis à le critiquer. Mais ces politiciens, pourquoi ils n'ont pas parlé lorsque des officiels français ont parlé? Alain Juppé, c'était le ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy. Nous, on a été fouillés dans les archives. Il a dit qu'il est venu ici, sa dernière mission en Afrique, il est venu en 2012, pour dire à ATT il faut donner l'autonomie aux Touaregs. Ce que je vous dis est documenté. Moi, je ne fais pas de la propagande ou de la diffamation. C'est documenté. Il est venu dire à ATT de donner l'autonomie aux Touaregs. Quels Touaregs? Les gens qui ont amené de Libye. Quand le ministre des Affaires étrangères de Russie lui a dit, mais il a dit à Laurent Fabius après, mais les gens qui terrorisent les Maliens, c'est ce que vous avez amené de Libye après avoir cassé la Libye. Il dit, ah, vous savez, c'est la vie. Ça, c'est documenté. C'est la vie. Vous amenez le malheur dans notre pays et vous dites que c'est la vie. Alors, celui qui n'appartient pas à la vie,
qui n'a jamais été voulu par la vie, ne peut même pas prononcer avec ce deuxième anus qui lui sert de bouche le mot vie. Ce n'est pas la vie qui a fait la guerre en Libye. Non, non. C'est Nicolas Sarkozy, mandaté par ses amis états-uniens, ce qui arrangeait bien ses affaires d'ailleurs, ce Nicolas Sarkozy. La vie n'a rien à voir avec ces saloperies-là. Du tout. En revanche, c'est bien la vie qui va t'éteindre. Ça, c'est une certitude. C'est la présidente de la commission des affaires étrangères. Elle est socialiste, elle n'est pas de droite. Il a une citation que j'ai dans mon livre. Elle dit qu'il faut mettre un plan d'autonomie du nord du Mali. Jean-Yves Le Drian était ministre de la Défense quand on a signé l'accord d'Alger le 15 mai. Le lendemain, il a donné une interview sur RFI. Il dit que les gens du nord et du sud ont tout fait pour vivre ensemble. Ils ne peuvent pas vivre ensemble. Ça, c'est des officiels. Donc, la stratégie de préparer l'opinion nationale et internationale à la partition du Mali est orchestrée. Qu'est-ce que nos dirigeants disent? Ils se taisent. Pendant ce moment, on les flatte, le Mali, l'exemple de la démocratie, on parle le latin, le grec pour nous impressionner, pour dire qu'on connaît l'histoire de la France. C'est là qu'il faut protester. On dit le Mali, c'est la grande croissance économique. On est en train de nous tuer. On mange la croissance. La résolution des Nations Unies 2085, qui a été votée le 12 décembre 2012, à la demande du gouvernement malien qui a introduit une demande en septembre 2012 à l'ONU, à travers l'Union africaine, pour demander une intervention étrangère. Ils ont créé la MISMA, avec une force d'attente de 3000 hommes, où les Africains devenaient se donner la main pour libérer le Mali. Qui les a empêchés? Le premier qui a protesté, c'est le ministre français des Affaires étrangères. Alain Juppé, il dit que 3000 hommes, c'est trop par rapport à 500 indépendantistes. On a saboté la MISMA, on a saboté la force d'attente. Lorsque l'échec était devenu patent, on a créé la MINUSMA avec la résolution 2100 d'avril 2013. On a créé la MINUSMA. Ce qu'on a refusé de donner à la MISMA, on a transféré à la MINUSMA. À la place de la force d'attente, on a mené les forces étrangères sur nos territoires. La lettre que le gouvernement malien a adressée aux Français, ou qu'ils ont fait écrire au gouvernement malien pour demander l'intervention, le gouvernement malien a demandé une intervention aérienne et en information, pas de force au sol. C'est les soldats maliens qu'on fait passer pour des fuyards, qui ont libéré Konna, qui ont fait le corps à Tombouctou. Ils l'ont fait à Gaou. Ils étaient en train de rentrer à Kidal quand on les a arrêtés à Néfis. On va applaudir Mme Nema Sarara. On a interdit à notre armée de rentrer à Kidal. Pour faire quoi? Pour retourner à une convention qui a été signée entre la France et les Ifogas le 15 septembre 1900. Well. Je ne vais pas aller jusqu'au bout de cette vidéo en l'enregistrant sur la mienne. Je vais te coller le lien vers la chaîne de Jules Ngan et tu iras regarder cela par toi-même. Par toi-même. Toutes ces choses ne sont que de petits exemples, hein. Cela n'est rien, mais rien du tout. Tu peux prendre, je te l'ai dit, 40 000 années d'histoire, de la barbarie de Néandertal et de sa descendance, hein. Tout ce qui existe là. Mais en tout cas, cette part du génome qui appartient à Néandertal.
Si tu considères que des acromatiques dénoncent, comme c'était le cas de ce communiste-là, faut que tu comprennes que, outre les manipulations d'intérêt, hein, c'est un communiste, le néandertalien n'existe plus dans son intégrité. Ça fait déjà longtemps. Il était en voie d'extinction, et en tant que néandertalien pur, il est mort. Il n'existe plus. Celui-là est éteint. En revanche, son esprit demeure au travers du génome de ceux qui sont porteurs de ce génome. Ceux qu'on appelle aujourd'hui les acromatiques, les sans couleurs, sont les fils de Néandertal, sont Néandertal. C'est-à-dire que, malgré qu'ils aient volé par viol, et qu'ils détiennent aujourd'hui 96% de gènes d'hommes véritables, d'Homo sapiens, ils restent dans une opération cheval de Troie. C'est bel et bien cette part néandertalienne qui est à l'intérieur d'un corps Homo sapiens. Il ne s'identifie pas à ce corps. Il en profite. Tout comme, tu peux constater pour les pays, il est un parasite pour le continent africain et pour toute la planète. Il n'appartient pas à cette planète, pas plus qu'il n'appartient à l'Afrique ou à n'importe quoi. Il n'appartient pas à la vie. Il est en crise existentielle sur cette planète. Rien de plus. Parfois, il y a effectivement la part Homo sapiens qui prend le dessus. Mais, quand bien même l'un d'entre eux, ou partie d'entre eux, sont plus Homo sapiens dans leur comportement, pensée, choix que néandertalien, le néandertalien, en eux, se réveille du jour au lendemain, hein, d'une seconde à l'autre. Cela dépend des situations. Et l'Homo sapiens en eux n'est pas assez puissant pour contraindre le néandertalien qui les domine. Parce que le système occidental, achromatique, au sommet de sa pyramide, c'est l'esprit de Néandertal et de ses créateurs, hein. Enfin, créateurs, ses inventeurs, bricoleurs. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est cela. L'esprit d'Arthur de Gobineau est ce qui prime aujourd'hui. Le reste, c'est... Tu comprends? Ce n'est que de la communication. Ce n'est pas le réel. Voilà. Donc tu peux pas admirer quoi que ce soit qui vient de l'Empire si toi-même tu viens de l'Alliance.
même si, et ça c'est ton devoir de te déprogrammer, même si effectivement tu es sous des assauts multiples, hein, tu dis, oh, j'adore, parce que je le vaux bien, tu vois, tout un tas de trucs comme ça, tu vois, qui te soumettent à leur idéal. Tu es en guerre. Et si tu ne prends pas conscience de la guerre, tu seras considéré comme un collabo et traité comme tel. Prends soin de toi, petit.